Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Je vous rappelle que cette émission est en direct sur le site de Décideurs TV et du Journal du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de ce live. Et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, on ne vous présente plus, mais on va quand même le faire rapidement, ou du moins votre parcours. Vous débutez votre carrière de journaliste en 1976 à Rouge, puis après un passage au Matin de Paris, vous rejoignez Le Monde, où vous resterez pendant un petit peu plus de 25 ans, de 1980 à 2005. Puis vous cofondez Mediapart avec deux de vos anciens collègues du Monde. Mediapart est également à l'initiative du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne et vous en êtes le secrétaire général. Donc en 2008, on le disait, vous quittez Le Monde pour partir à l'aventure. Et quelle aventure! On a dû vous traiter de fou, non? Quitter Le Monde, c'était quitter Le Monde par principe, parce que Le Monde était en train de perdre son indépendance économique, alors que jusque-là, c'était un journal contrôlé par ses journalistes. Et puis après, il fallait relever le défi, montrer qu'on ne perdait pas que des batailles, qu'on pouvait peut-être gagner la guerre. Et ça, c'est le sens de la création de Mediapart. Alors, on va parler de votre modèle, qui est donc un modèle payant, mais rapidement avant, est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous donner sur Mediapart? Combien est-ce que vous avez d'abonnés? Est-ce que vous pouvez communiquer le chiffre d'affaires? Combien de journalistes? Oui. Mediapart, c'était relever le défi de la valeur, à contre-courant de tout le monde. Quand on l'a créé en 2008, personne ne croyait que ça pouvait marcher dans le monde entier. Il y a toujours une prime au premier. Il se trouve qu'on a été les premiers à défendre l'idée qu'il y avait une autre voie que la gratuité publicitaire, les formats courts, le flux, et qu'on pouvait gagner de l'argent, créer des emplois, avoir une entreprise viable avec du journalisme de qualité, enrichi grâce au numérique, grâce aux liens hypertextes, grâce aux multimédia. Aujourd'hui, Mediapart, donc nous sommes près de notre 7e anniversaire, cette année 2014, qui est notre 4e année bénéficiaire, nous allons faire probablement 8,8 millions d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net qui sera de 1 400 000. Ça fait une rentabilité, pourrait-on dire, de 16%, ce qui, même si les chiffres par rapport à des grosses entreprises ont l'air petits, la rentabilité prouve que cette entreprise, depuis 4 ans, est logiquement profitable. Plus de 105 000 abonnés individuels payants, c'est ça la réalité de Mediapart. Il faut prendre la mesure par rapport au marché de la presse, puisque nos concurrents, c'est Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Nouvel Observateur, L'Express, Le Point. C'est évidemment plus que la diffusion payante de Libération sur tout support, qui est légèrement au-dessus de 60 000. Et c'est presque la moitié de la diffusion vraiment payante, pas les achats en nombre, les compagnies aériennes bradées, du Figaro ou du Monde. C'est ça la réalité de Mediapart. Mediapart, c'est 54 salariés en CDI, dont 34 journalistes. On avait commencé à 27 et nous faisons travailler aussi presque une vingtaine de journalistes freelance. Voilà la réalité de cette aventure. En même temps, elle est encore à consolider, puisque l'indépendance, c'est une bataille, et notre enjeu à nous, les fondateurs, puisque nous sommes quelques journalistes, plus la directrice générale Marie-Hélène Smiéjean à avoir fondé cette aventure, nous ne voulons pas vendre Mediapart, nous ne voulons pas faire la culbute spéculative. Notre ambition, et c'est l'enjeu des 3 ans à venir, c'est de trouver le cadre financier, juridique qui permet de donner le contrôle de cette entreprise à ceux qui la font vivre, c'est-à-dire ceux qui y travaillent, et toujours dans ce modèle sans publicité, sans subvention d'État, où nous ne vivons que de l'abonnement et du soutien de nos lecteurs. C'est notre mot d'ordre, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Alors justement, le fonds qui avait investi 1 million d'euros, Odyssey Venture, pour détenir 20% du capital en 2009, va très prochainement sortir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cette sortie va s'opérer? Est-ce qu'il va y avoir un rachat par les fondateurs des parts d'Odyssey Venture pour préserver votre indépendance? Oui, ce fonds est entré dans l'ultime recapitalisation de Mediapart quand on a vu qu'on avait besoin d'un peu plus d'argent pour tenir, pour payer les salaires. Donc au total, Mediapart aura coûté 5 millions jusqu'au point d'équilibre. Il était prévu qu'il sorte comme tout fonds financier et par ailleurs comme actionnaire atypique minoritaire de Mediapart. C'est fait.
le fonds en question sort du capital de Mediapart. Pour moitié, c'est l'entreprise qui rachète, et pour moitié, c'est un des actionnaires qui est déjà présent autour de table, Jean-Louis Bouchard, le fondateur d'Econocom, qui est aux côtés de Thierry Willem, de Doxa, nous a toujours accompagnés, qui va racheter l'autre moitié. Donc l'autocontrôle de Mediapart, son bloc d'indépendance, va à cette occasion être renforcé. Et on a parlé d'une valorisation de 2,5 millions d'euros. Oui, c'est ce qu'ils ont. Ils ont doublé quand même le montant qu'ils avaient investi, donc ils ont fait une belle affaire au passage. Oui, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y aura différentes valorisations. Tous les investisseurs n'ont pas la même logique. Un fonds d'investissement, il est lié à ses clients, donc voilà, il a demandé cette valorisation. Mediapart a réussi à être au rendez-vous de ce prix-là. Mais notre but n'est pas de jouer sur la valeur de Mediapart, c'est d'abord ses contenus. On peut faire toutes les spéculations qu'on veut, ce sont ses informations, ce sont ses contenus, ce sont son équipe, et nous allons continuer à construire l'indépendance de Mediapart. À ce sujet, et finalement, est-ce que vous êtes en compétition frontale avec d'autres médias? Est-ce que vous êtes condamné à sortir des scoops, à révéler des scandales? On n'est pas condamné. Vous savez, l'idée de Mediapart, c'est défendre, nous sommes journalistes, au service de l'intérêt public, au service des citoyens, de leur droit de savoir. Donc c'est défendre une tradition, le meilleur de la tradition démocratique, professionnelle, au cœur de la modernité, en embrassant non seulement sans réserve cette modernité numérique, mais en démontrant que l'on peut faire du meilleur journalisme, plus approfondi, plus durable, plus documenté, plus discuté, prolongé par la participation, puisqu'on est un journal totalement participatif. Donc notre recette, c'est celle-là. Alors, ce n'est pas être condamné. Il n'y a pas d'autre recette en presse que de dire aux gens « Venez chez moi parce qu'il y a des choses que vous ne trouverez pas ailleurs ». Notre logo, qui est un crieur de journal dessiné Web 2.0, c'est une vieille gravure du 19e siècle que nous avons adaptée. Lisez Mediapart parce qu'il y a, dernière édition, quelque chose que vous ne trouverez pas. Je ne connais pas d'autres recettes pour créer un journal qui ait un public fidèle. Donc ce n'est pas être condamné, c'est être au rendez-vous. Et j'ajouterai autre chose, au rendez-vous de ce qui est notre culture professionnelle, j'ajouterai autre chose. Et ça, les sites de la presse traditionnelle ne l'ont pas compris. Dans l'univers du numérique, on s'adresse à un public qui sait déjà beaucoup de choses. Il entend, il a les réseaux sociaux, il a les radios, les chaînes d'infos en continu. Donc, répéter et remouliner ce que tout le monde dit, ça n'a pas d'intérêt. Chez nous, c'est fil d'infos, fil d'actu et revue du web. En revanche, nos contenus doivent être exclusifs, doivent avoir de la plus-value, doivent apporter quelque chose qu'on n'a pas lu ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, Mais ça veut dire être condamné à mieux faire son travail. Pour les journalistes, ça veut dire vous ne pouvez pas simplement répéter ce qu'il y a chez les autres. Mais je pense encore une fois, je défendais le même principe quand j'étais au Monde. Simplement, je pense que nous le défendons avec plus de souplesse, plus de visibilité, plus d'horizontalité qui permet de montrer cela. Les lecteurs de Mediapart viennent sur le bruit des scoops, des exclusivités. Tout dernièrement, le financement par les oligarques russes et la Russie de Poutine du Front National. L'affaire Fawzi Lamdaoui, c'était nous. L'affaire Kader Arif, on pourrait montrer d'autres exemples. Mais ils restent ensuite. Et ils restent pourquoi? Parce qu'ils trouvent de l'international, de la culture, de l'économie, des articles de fond documentés, mais qui, par leur angle, par leurs informations, par l'enquête, par le reportage, par l'analyse, sont originaux, sont différents de ce qu'on trouve ailleurs. Vous pensez donc que le journalisme en ligne, qui aujourd'hui est souvent réduit à regarder ce qui se fait sur Google et à piloter sa stratégie éditoriale ensuite en conséquence, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait, d'offrir à l'internaute ce qu'il recherche et ne pas aller puiser dans d'autres sujets qui pourraient l'intéresser. En fait, il y a un devoir d'information auquel je pense la presse... qu'il y a ce devoir d'information démocratique, puisque je pense que notre légitimité, c'est d'être au service des citoyens. Mais par ailleurs, d'un point de vue économique, là, entrepreneurial, je pense que cette stratégie que vous décriviez est celle de la destruction de valeur. C'est une impasse. C'est une course sans fin où ils vont tous s'épuiser. Car
on fait la même chose que tout le monde, on cherche l'audience, le buzz, on cherche un hypothétique financement par la publicité, et du coup, on ne crée plus de valeur. Et ça crée une grosse dépendance à Google également. On l'a vu, le conflit qui oppose Google à la presse. À Google, alors ça, c'est évidemment la question, mais qui n'est pas seulement la presse, c'est-à-dire qu'il faudrait au niveau de l'Union européenne avoir une stratégie commune, une stratégie y compris sur le détournement des profits dans des paradis fiscaux, question que nous avons beaucoup documentée. Mais je redis encore une fois, pour nous journalistes, et c'est important, il y a 2 enjeux dans le numérique. Descendre de l'estrade, une nouvelle alliance avec les lecteurs. Nous ne sommes plus au-dessus d'eux, ils nous complètent, ils nous prolongent. Leurs opinions valent autant que les nôtres. Donc, du coup, nous devons d'autant plus faire notre travail d'information, des faits, au cœur du débat public. Et le deuxième aspect, encore une fois, si nous sommes dans cette course superficielle, au buzz, à l'immédiateté, à redire ce que disent tout le monde, à remouliner les mêmes dépêches, les mêmes nouvelles, à faire du people, à chercher ce qui va ramener de l'audience, eh bien, notre métier aura de moins en moins de valeur. Et là, pour vous, des jeunes dans cette profession, eh bien, c'est une impasse très dangereuse. Alors ça, Mediapart l'a compris. Comment est-ce que vous expliquez que les autres médias ne l'aient pas compris? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne peux pas parler en leur nom. Ce que je peux dire, et là, c'est les problèmes peut-être parfois de confraternité française, c'est qu'il y a une très grande curiosité internationale sur Mediapart. Que ce soit en Europe, récemment des confrères italiens d'Il Fatto Quotidiano sont venus nous voir, que ce soit en Espagne où nous avons un partenaire Infolibre, que ce soit aux Pays-Bas où s'est créé des correspondantes sur le modèle de Mediapart, que ce soit des confrères allemands qui viennent nous voir, que ce soit dans le monde anglo-saxon où il y a une curiosité sur ce pur player qui a réussi à défendre finalement la valeur de l'information et à ne vivre que de ses lecteurs, ou même en Amérique du Sud. J'étais la semaine dernière pour un cycle de conférences en Colombie où j'ai rencontré, pays où il y a une vraie bataille pour la presse, on tue les journalistes là-bas, où j'ai rencontré les pure players de Colombie qui étaient tout à fait intéressés par le modèle de Mediapart. Donc voilà, nous on défend ce chemin-là, chacun peut l'emprunter derrière nous, nous ne sommes pas propriétaires de nos idées, nous nous voyons comme un laboratoire. Vous savez, comme un laboratoire de recherche qui a testé des hypothèses et a montré qu'elles étaient valides. Et aussi, nous nous voyons, peut-être peut-on en parler aussi, comme des réformateurs. À partir de notre expérience, nous faisons des propositions, pas pour nous, pour que l'ensemble de l'écosystème soit plus sain, plus vif et une plus forte vitalité. En parlant des réformes, il y a un statut de société de presse citoyenne pour lequel vous poussez. Je crois qu'il va y avoir un débat au Parlement très prochainement. C'est-à-dire que nous avons demandé, vous voyez bien la crise des métiers de l'information, et au fond, il y a 2 chemins actuellement. Soit on trouve un mécène qui a de l'argent et qui en sert achète de l'influence, c'est-à-dire qu'on est indépendant jusqu'à ce qu'on ne touche pas à ses intérêts. Soit, et c'est un des problèmes français, nous l'avons critiqué et nous refusons ces aides publiques, soit il y a la gabegie des aides publiques qui vont toujours au plus important. Et c'est les plus gros qui prennent le plus d'aides publiques alors que les actionnaires ont de l'argent. Nous avons dit, OK, il y a tout ça, mais pour tous les jeunes, et nous-mêmes, mais aussi les jeunes, qui veulent, grâce au numérique, se lancer dans des aventures de presse, car c'est l'âge d'or du journalisme, le numérique, qui est devant nous. World Wide Web, ça n'a que 21 ans. Les Big Four, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, le Apple du retour de Steve Jobs avant son décès, ça a moins de 20 ans. Donc, dans ce moment-là, il faut que vous proposiez, avons dit au pouvoir public, une 3e voie, pour qu'on trouve les moyens de se financer. Ça a été la croix et la bannière pour trouver les 5 700 000. Il a fallu mettre nos économies, il a fallu emprunter. Personne n'a voulu parier sur nous. Alors, moi, en tant qu'animateur avec Maurice Bodbol et plein d'autres du SPIL, du syndicat professionnel dont vous avez parlé, qu'est-ce que nous avons vu et qui nous désole? Dijonscope, le télescope d'Amiens, le carré d'info de Toulouse, Mars Actu qui a aujourd'hui à Marseille des difficultés. C'est-à-dire des journaux numériques qui se lancent face à l'absence de pluralisme de la presse locale, départementale, régionale, et qui n'ont pas trouvé l'argent pour tenir en salaire 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps de convaincre un public d'adhérer. Et donc pour ça, nous
avons proposé, et c'est ce qui va être débattu, on va voir, qu'il y ait une troisième voie qui est celle, on dirait dans le monde anglo-saxon, du non-profit. C'est-à-dire, je peux lever de l'argent, mais qui ne devient pas actionnaire, qui a un avantage fiscal et qui me permet de rester indépendant, mais en n'étant pas pénalisé parce que je veux être indépendant et en ayant les moyens de construire une offre éditoriale. Si vous prenez la région du sud de la France, entre Monsieur Tapie, entre l'uniformité de la presse, c'est des enjeux très importants pour nos compatriotes et pour les jeunes qui rentrent dans cette profession. Alors, il y a des questions d'internautes. René demande comment profiter de la viralité du web quand on est payant. C'est une très très bonne question parce que je crois que peu de gens ont compris qu'il n'y a pas de paywall à Mediapart, cette idée du mur, comme si le mur était quelque chose d'infranchissable. Il est plein de trous à Mediapart et nous l'avons voulu dès le début. Vous êtes abonné à Mediapart, vous partagez vos identifiants avec toute votre famille et vous êtes 5 utilisateurs derrière un abonnement, aucun problème. Deuxièmement, vous êtes abonné à Mediapart, vous avez un petit bouton rouge en haut à droite, vous pouvez offrir un article qui vous plaît à autant d'amis que vous voulez. 100, 200, 300, vous mettez toutes les adresses mail, ça circule. Le club, il est totalement en accès libre. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement, c'est quoi le club? Il y a deux jambes à Mediapart. Il y a le journal fait par les journalistes et il y a l'Agora des abonnés de Mediapart où on est abonné, on a tout de suite son club. C'est un cas unique dans la presse française car c'est une modération totalement a posteriori. C'est un free speech, une parole totalement libre. Nous ne modérons pas a priori, nous laissons faire et nous laissons les alertes des internautes nous signaler s'il y a un problème et si nous devons dépublier. C'est du journalisme participatif quelque part? Oui, c'est surtout l'idée que le débat d'opinion n'appartient pas aux journalistes. Nous publions des informations. Et puis, elles font le débat, elles sont rectifiées, prolongées, commentées. L'Agora, c'est de manière virtuelle, mais c'est du réel. Au café, tout le monde était avec son journal il y a 100 ans à discuter. Tu as vu ça, il y a ça. Ben là, tout le monde en discute, nous critique parfois, nous rectifie, nous alerte, envoie parfois aussi une information. Et donc, tout ça est en accès libre. Donc, pour revenir à la question, nous sommes dans une... Mediapart, son marketing n'est fait que de ce viral numérique. Il est fait de mails, il est fait de réseaux sociaux, il n'est fait de rien d'autre. Il y a des dérives parfois? Des dérives dans le club de Mediapart. Il y a moins de dérives. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris ça, que le modèle dit payant, le modèle de la valeur, avait comme conséquence aussi d'avoir un public plus qualifié. Parce que personne n'est anonyme à Mediapart. Au mieux, il y a un pseudonyme, mais je me suis abonné, donc j'ai une identité. Je ne suis pas dans cette foule anonyme où parfois je me lâche, où parfois j'insulte, où donc parfois je dérive. Il y a un cadre, ça n'empêche pas qu'il y a parfois, mais nous ne sommes pas devant cet effet de foule qui nuit à tout le participatif de beaucoup de journaux. C'est-à-dire que si un commentateur du coup fait de la diffamation, ça peut se retourner contre lui légalement. Il y a déjà eu des précédents où... Bien sûr, mais ça nous l'avons dit et c'est prévu dans notre charte. Nous rappelons que nous, dans le journal, je suis le responsable juridique comme un directeur de publication. Dans le club, ma responsabilité juridique est celle d'un hébergeur. Donc, quand il y a un contenu contesté, nous le signalons à la personne et voilà, c'est la personne qui est responsable de ce qu'elle a écrit. Et c'est très important parce que plus ça va se développer, plus il faut à la fois bien rappeler les droits et les devoirs des journalistes, mais les droits et les devoirs des citoyens qui désormais sont acteurs. C'est une nouvelle alliance. Et c'est ça que les mots journal et club à Mediapart affichent. On critique beaucoup l'anonymat sur Internet qui justement est un prétexte pour ce qu'on appelle troller. Finalement, vous seriez plutôt en faveur finalement d'une identification en tout cas. Moi je dis il y a un droit notre modèle. Moi je ne vais pas régir tout Internet. Je dis Mediapart. Faites pas l'évangélisme. Vous savez, je dis souvent le numérique. C'est une forêt vierge. Il y a des lianes qui poussent toutes les secondes, il y a des espèces rares, etc. Il y a peut-être des monstres ou des bêtes sauvages. Bon. Et face à ça, et c'est le débat qui a lieu en France, débat politique, qui a lieu en Europe, qui a lieu dans le monde entier. Soit il y a ceux qui disent « je veux contrôler ». Je vais mettre des miradors, je vais mettre des barbelés, je vais mettre des autoroutes, je vais mettre du béton, etc. Soit il y a ceux comme nous qui disent « non, on garde l'écosystème ». Mais dans cet écosystème, la forêt vierge, il faut des clairières. Un endroit où il n'y ait pas de plafond végétal, donc on sait quelle heure il est,
À Mediapart, il y a une temporalité. Nous ne sommes pas dans le flux. 3 éditions par jour, un éphéméride en bas de la home qui vous permet d'avoir la mémoire des informations. Et puis je me pose. Et puis à Mediapart, on vous dit, tiens, vous pouvez aller dans tel chemin, là, de la forêt vierge. Ça, c'est bien, c'est intéressant, c'est sûr. Là, attends, si vous y allez, là, vous allez tomber dans un piège. Donc, cette idée de l'écosystème est pour moi très importante parce que dans les multiples propositions qu'on fait, quand on a défendu la neutralité technologique, la question de la TVA, que le journal, la presse, c'est pas une affaire de support. Donc, même droit, même devoir. Quand nous défendons cette idée d'une troisième voie pour des sociétés de presse, quand à la commission où je siège, qui est une commission de 13 parlementaires, 13 personnalités extérieures sur le droit et les libertés à l'âge du numérique. Nous discutons, j'y étais encore ce matin, nous auditionnons la commission de contrôle des interceptions de sécurité, les gens du renseignement, aujourd'hui l'ARCEP qui contrôle justement le secteur, qui est le régulateur. Donc nous discutons et il y aura des propositions qui seront faites dans le rapport de cette commission qui est notamment coprésidée par Christian Paul, un député socialiste, et par Christiane Ferrat-Schul, ancienne bâtonnière des avocats de Paris, et qui vont faire des propositions en notre nom, à nous les 26, pour des propositions de loi, y compris probablement de loi fondamentale, pour garantir nos libertés et que le numérique soit vitalisé par la conquête de nouveaux droits et de nouvelles libertés. Et c'est notamment l'enjeu de la défense radicale de la neutralité du numérique. Alors une question que beaucoup d'internautes se posent, d'où viennent vos scandales? Est-ce que vous avez des indices ou est-ce que, à l'inverse, il y a des gens qui vous contactent d'eux-mêmes par vengeance comme ils le feraient avec le canard enchaîné? Non, il y a le travail qui est celui d'avoir des sources, d'avoir un agenda, d'avoir... Oui, en fait, d'avoir aussi la dimension collective. Par exemple, Mediapart, nous mutualisons beaucoup le travail. Le journaliste, ce n'est pas une aventure individuelle. Ce n'est pas tout seul aller se payer une affaire ou quelqu'un. C'est très important d'être collectif. Et l'équipe de Mediapart, qui a la trentaine, elle a appris ça. Elle a ça dans les gènes. À la fois chercher de l'info, l'enquête, d'initiative, ne pas être le relais de simples procès-verbaux d'instruction. Si vous prenez toute la liste des affaires sorties par Mediapart, très souvent, nous les sortons avant qu'elles soient dans un cabinet d'un juge. Nous sommes d'initiative. Nous avons mis au cœur du débat public la question de l'évasion et de la fraude fiscale, avec l'affaire Cahuzac et d'autres. Ça a permis le parquet financier, ça a permis des réformes. Pour moi, l'info pour l'info, l'enquête pour l'enquête, c'est un mot creux. Nous sommes aussi chargés de donner du sens à nos informations. Nous sommes des citoyens, nous avons un agenda aussi. La source pour Cahuzac ? La source, les sources. Cahuzac, c'est 4 mois d'enquête de Fabrice Arfi. Et il y a une intuition de départ, et puis ensuite, en chemin, il trouve l'information selon laquelle il y a ce compte en Suisse. Puis après, il faut avoir les éléments de preuve. Et puis après, il faut avoir, je dis souvent, une enquête, c'est un puzzle. Alors, parfois, vous ne retenez qu'une pièce du puzzle, qui est celle qui va faire le buzz. Mais nous, pour être bon, pour être costaud, pour être solide, il faut qu'on ait toutes les autres pièces du puzzle. Oui, vous ne lancez pas d'alerte comme ça dans l'air. C'est ce que j'ai dit au moment de Cahuzac. Pendant 3 mois, la majorité des médias n'a pas voulu voir ce qu'elle avait sous les yeux. La police, dans son enquête préliminaire, n'a rien trouvé d'autre que ce qu'il y avait sur Mediapart. Et il suffisait de regarder, de chercher. Mais là, ils étaient là, dans leur siège, dans leur fauteuil, dans le journalisme d'opinion. C'est fini, le journalisme d'opinion. Il y a eu un déni collectif à ce moment-là. Et qui illustre une crise provoquée par le numérique. Car désormais, les citoyens ont reconquis leur liberté d'expression. Ils n'ont pas besoin de l'éditorial de qui que ce soit pour savoir ce qu'ils pensent. Ils ont d'abord besoin d'informations. Ça a fait exploser les abonnements, mais chaque affaire visible, et surtout quand il y a une tension aussi forte, c'est-à-dire que ce qui a fait exploser, c'est le dénouement. C'est-à-dire 3 mois de bataille du petit Mediapart, David contre Goliath, et puis tout d'un coup, les aveux, le dénouement. Mais à chaque fois, ce qui, moi, m'importe le plus, c'est que même s'il y a des accélérations, ce qui se passe depuis le premier jour, depuis le 16 mars 2008, il n'y a pas un jour, samedi et dimanche compris, 31 décembre, 15 août, sans croissance des abonnements de Mediapart. Et ça veut dire que la pierre que nous avons lancée dans l'eau du numérique, elle fait des ronds toujours.
toute seule. Moi, j'aimerais bien qu'on évoque une actualité importante quand même de Mediapart, c'est la question de la TVA que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est un de vos chevaux de bataille. Vous avez été condamné récemment du coup à une amende de 4,2 millions d'euros pour vous être auto-appliqué. Enfin, 4 millions d'euros, vous devez 3 millions au fisc. Le fisc voudrait quand même... Nous sommes condamnés à rien. Un internaute dit comment justifier le fait de ne pas payer la TVA, n'est-ce pas contraire à vos valeurs républicaines? Non, mais je rappelle juste à tous les internautes qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ont voté unanimement les députés et les parlementaires. Sans rétroactivité, non, mais je vais revenir. C'est-à-dire que nous avons mené une bataille. J'ai dit que nous sommes des réformateurs. Un réformateur, il prend des risques. Quand vous voulez défendre le droit à l'avortement, ce combat qu'ont fait les femmes, on a fêté les 40 ans du manifeste des 343 salopes, vous bravez une loi injuste. Nous avons dit depuis le début, à partir du moment où il y a eu un statut de la presse en ligne, à partir du moment où le président de l'époque, qui n'est pas particulièrement un ami de Mediapart, Nicolas Sarkozy, a dit expressément que la TVA devait être la même. Il l'a dit à l'Élysée début 2009, dans le discours de clôture. Donc nous avons dit, nous menons cette bataille de conviction en disant... Pardon. C'est uniquement pour faire bouger les lignes, en fait. Mais bien sûr, mais c'est... Vous auriez pu le faire sans l'appliquer, en fait. Non, mais justement, si nous ne l'avions pas appliqué, nous n'aurions pas fait levier. Je vous raconte le film. Je vous raconte le film. Alors, donc nous avons défendu cette idée constamment en disant c'est le fisc français qui a tort, qui est en retard d'une révolution numérique. À partir du moment où il y a égalité, je siège à la commission paritaire des publications et agences de presse. La presse numérique a un statut et elle est égale à la presse papier. Donc il n'y a aucune raison qu'au papier, j'ai 2,1% de TVA, aide indirecte au public, je rappelle que c'est une aide au lecteur, et que numérique, vous devez avoir 20%. Tout le monde est venu derrière nous sur le payant. Ils ont tous des zones payantes. Donc nous sommes devenus quelque part le grenadier voltigeur de toute la profession. Il s'est passé ce que je pense être une vengeance de l'affaire Cahuzac à la fin de l'année dernière. Vous n'êtes pourtant pas les seuls à être concernés. Arrêt sur image, Indigo, vous évoquez tout à l'heure. Nous n'avons jamais caché cela. Donc nous ne sommes pas des fraudeurs. Tout d'un coup, le fisc nous tombe dessus de manière pas que sur vous. Oui, mais de manière beaucoup plus brutale sur nous que la façon dont ça s'est passé. Oui, je pense. Dans quel sens, en fait, la brutalité la brutalité, c'est notamment les pénalités de mauvaise foi. C'est pour ça que quand vous disiez 4,2 millions, ce n'est pas le différentiel de TVA, c'est le fait de nous pénaliser comme si nous étions des fraudeurs. Je voudrais juste vous dire quand même que non seulement nous ne sommes condamnés à rien, le contentieux est toujours en cours. Pour l'instant, nous ne sommes pas à la fin de toutes les démarches, donc le redressement fiscal n'est aucunement notifié encore. Et comme je l'ai dit, nous sommes prêts à aller jusqu'en tribunal administratif, car nous sommes très solides sur notre dossier, et nous ne regrettons rien de cette bataille, parce que s'il n'y avait pas eu l'alarme de Mediapart face à ce contrôle fiscal, et du SPIL évidemment derrière, parce que nous sommes tous embarqués évidemment dans cela, eh bien rien n'aurait bougé pour toute la presse d'information en ligne. Et donc c'est grâce à notre alerte que du coup les parlementaires ont dit « mais c'est stupide ». Et en clair, l'administration de Bercy, comme en d'autres domaines, est en retard d'une révolution numérique. Le montant est provisionné au cas où vous seriez... Nous allons provisionner dans les comptes de la fin d'année, non pas du tout les pénalités, mais uniquement le principal. Parce que nous avions provisionné avant qu'il y ait un décret en 2010, donc déjà une partie de la somme est provisionnée, et pour les années 2010 à 2013, nous allons provisionner. Ça va évidemment peser sur la construction de notre indépendance. Mais nous provisionnons par bonne gestion. Mais nous allons mener la bataille car nous sommes dans le droit. Le droit, nous le pensons, est de notre côté et nous pensons que l'injustice est du côté de la direction qui a déclenché tout cela au ministère de l'économie. Alors, très rapidement, il nous reste 2 minutes et il y a de nombreuses questions d'internautes. Alors, est-il facile de trouver des journalistes qui pratiquent à 100% ces valeurs que vous décrivez? Écoutez, ils sont là à Mediapart et ils sont formidables. Alors, autre question de René, que pensez-vous des initiatives de Bezos qui rachètent le Washington Post et Domidiar qui part d'une feuille blanche avec la même somme, 250 millions de dollars? Je pense qu'il y a toujours un risque et que ces hommes très riches, qui ne sont pas des industriels de l'information,
tentent de s'acheter de l'influence. Si vous avez suivi, dans le cas d'Omidyar et du projet avec Glenn Greenwald et d'autres, il y a eu déjà un conflit qu'ils ont rendu public sur l'indépendance éditoriale qui a provoqué le départ d'ailleurs d'un des journalistes. Donc c'est pour ça que nous essayons de montrer qu'il y a un autre modèle où on peut créer de la richesse, de la valeur, des emplois uniquement avec notre travail sans avoir besoin de quelqu'un qui a des arrière-pensées. 2 dernières questions. Quelles mesures prenez-vous pour protéger vos sources? On en parlait. C'est notre plus gros secret. Donc le jour où une source de Mediapart ou de quiconque à Mediapart serait connue, ce serait pour nous le plus grave manquement. Nous dépendons au sens que ce sont eux qui prennent les risques, comme les lanceurs d'alerte. Donc c'est à nous de les protéger. Avant-dernière question, que pensez-vous des chances de Nicolas Sarkozy d'aller jusqu'au bout? J'ai comme règle de dire que les journalistes ne doivent jamais prédire l'avenir, qu'ils doivent déjà s'occuper du présent, lequel est encombré du passé, et que donc ça suffit déjà à leur travail. L'histoire n'est jamais écrite. Ça vous donnera un petit peu plus de boulot en 2017? Mais regardez bien, tout le monde avait dit qu'ils sont tellement virulents dans les affaires qu'ils sortent sur Sarkozy qu'avec Hollande, Et quel est le journal qui a sorti les affaires embarrassantes pour la présidence Hollande? Mediapart. L'indépendance n'a pas d'étiquette partisane. Nous sommes du côté du journalisme, de l'information. De la vérité. De la vérité des faits. Et voilà, c'est ce que nous faisons, y compris ici sur l'extrême droite, puisque ça a été l'ampleur de nos informations, qui sont un immense scandale sur le financement par le régime de Poutine de l'extrême droite en France. Dernière question rapide. Quel projet d'avenir pour Mediapart? D'abord, consolider l'indépendance. Continuer à consolider le journal, à le développer. Les profits de Mediapart sont à la fois faits pour construire l'indépendance dans le passage de Mediapart de ses fondateurs à l'équipe, et de l'autre côté aussi pour développer, pour grossir l'équipe, grossir ses moyens. Il y a des rubriques, des thématiques que vous aimeriez mieux Nous avons déjà beaucoup développé. Et là, même le multimédia, nous avons un nouveau studio depuis 15 jours, où se passent beaucoup de nos émissions hebdomadaires. Nous allons faire ça. Après, il y a évidemment, si nous réussissons cela, il y a plein d'idées éditoriales qui sont disponibles. Les 3 premières qui vous viennent? Non, mais je l'ai déjà dit. Le problème, c'est si je le dis trop, on va dire il va le faire tout de suite. Donc je précise que ce n'est pas prévu tout de suite. Mais si on pense que la clé du succès de Mediapart, c'est cette image d'indépendance, il y a 2 secteurs de l'information où la question de l'indépendance est essentiels, et qui pour moi sont des secteurs en soi, ce qui voudrait dire d'autres journaux en ligne que Mediapart. Lesquels? Le sport, et regardez la manchette aujourd'hui de Mediapart, c'est comment, à l'occasion du prochain Euro de football, comment nous avons défiscalisé, enfin les gouvernants, et en clair, la France devient un paradis fiscal, non seulement pour le foot, mais pour beaucoup de sports. Donc il y a des enjeux financiers, je pourrais parler du Qatar, je pourrais parler de l'opacité, je pourrais parler de tous les scandales possibles, donc le sport. Et l'économie. Et voilà, bien sûr, l'économie, nous n'avons qu'un seul quotidien économique en France, qui est Les Échos. Et la Tribune un petit peu? Oui, la Tribune en ligne, mais je parle de celui qui a un poids sur l'establishment économique, et il est contrôlé par la première fortune d'Europe, par le numéro 1 mondial du luxe. Ce serait bien qu'il y ait un journal économique, financier, d'entreprise, totalement indépendant, qui soit utile à tous ceux qui travaillent et qui créent de la richesse pour avoir une information qui ne soit aucunement ou biaisée ou auto-censurée. Donc, ce sont des projets disponibles. Mais là, l'étape préalable, car nous n'avons pas que des amis, car nous nous battons, car nous sommes sourcilleux sur notre indépendance, et car, je voudrais le dire en 2 mots, moi, mon ambition, j'ai 62 ans, je compte vraiment à 65 ans passer la main, et je voudrais laisser à l'équipe un journal sans endettement, profitable de manière récurrente, ayant un cadre juridique qui le protège, et en clair, un journal qui soit totalement à l'abri de la moindre tempête et de la moindre attaque. Dernière question pour la route, vous le disiez, vous avez des ennemis, est-ce que vous avez déjà reçu des menaces? Il y a eu des menaces, il y a eu des espionnages, il y a eu des cambriolages suspects, il y a eu des... Bien sûr, mais j'ai souvent pour habitude de dire que quand on fait ce journalisme un peu qui se veut au service des citoyens, il faut avoir la morale d'un boxeur.
Et la morale d'un boxeur, c'est pas savoir donner des coups, vous le savez, c'est qu'un boxeur, on lui apprend d'abord à encaisser. Donc il faut encaisser, il faut dénoncer ce qui est illégal, si on nous attaque de manière illégitime, nous le faisons, mais il faut pas se comporter en victime, nous sommes aussi des combattants de la démocratie, de l'indépendance de la presse, et nous devons avoir ce moral-là. C'est noté. Nous voilà bien informés. Merci infiniment, Édouard Plenel. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.